Tout d'abord, merci Elliot, merci à Olivier et merci à Robotic Valley d'avoir pensé à nous pour ce premier webinaire, même si on fait un peu les cobayes. Je vous propose qu'on commence rapidement par rappeler du coup le sujet du webinaire. Donc, comment InBolt facilite l'automatisation des lignes au défilé grâce à la vision 3D. Euh, et donc, pour introduire un peu tout ça, je vais d'abord vous présenter rapidement InBolt. Aujourd'hui, InBolt, c'est une startup française qui est basée à Paris, qui existe depuis presque 4 ans maintenant et qui a toujours développé des solutions qui étaient basées sur de la vision 3D, ce qui a permis d'acquérir une compétence un peu unique. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, dont 80% dans l'équipe technique et R&D, et plus de 3 ans de recherche et développement sur le cœur technologique de la solution, euh, qui a aussi généré près de 5 millions d'investissements, que ce soit via des levées de fonds ou des subventions, des choses comme ça. Voilà tout. Et aujourd'hui, on est spécialisé dans le développement de solutions de guidage de robots en temps réel par vision 3D, donc qui a pour but de réduire les contraintes un peu traditionnelles qui sont liées à la robotique, et de rendre l'automatisation plus flexible et l'intégration possible dans à peu près n'importe quel environnement. Euh, et donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc sur la partie automatisation des lignes de défilé et sur la vision 3D, je pense que la première étape, c'est de s'intéresser un peu au challenge que présente aujourd'hui l'automatisation. Donc, dans un premier temps, le robot industriel manque d'intelligence, et de par sa création, ou du moins son développement, les robots industriels actuels ont été développés pour effectuer des tâches très spécifiques et très répétitives, notamment dans le milieu de l'automobile. Et ils vont pas avoir la capacité seuls à s'adapter à leur environnement. Euh, du coup, ce qui requiert une adaptation de la production, donc avec des besoins d'infrastructures, des besoins de systèmes d'indexation, etc. Donc, ce qui nous emmène sur notre deuxième point, où un robot, actuellement, il a besoin d'un environnement qui est très structuré, euh, avec notamment du coup des cellules pour la sécurité, des outillages qui vont être spécifiques, des systèmes d'indexation, des posages, peut-être même refaire un convoyeur, refaire des lignes comme ça pour pouvoir justement permettre au robot d'être efficace sur ses tâches, et lui permettre d'avoir une pièce qui est une position répétable, pour qu'il puisse travailler dessus de manière efficace. Ce qui entraîne forcément un coût plus élevé d'automatisation et de la robotisation, parce qu'aujourd'hui, une cellule robot ou une ligne robotisée, c'est pas seulement des robots qu'on vient installer sur une ligne, c'est aussi toute une infrastructure, tout un développement spécifique qu'on vient faire autour, et donc le coût total d'automatisation aujourd'hui. Donc on va avoir forcément le robot, on va avoir toutes les infrastructures et équipements qu'on va devoir adapter pour mettre en place ce robot, et ensuite tout au long de la vie du robot, on va avoir d'un côté de la maintenance, etc., mais aussi un besoin de réadaptation de ces infrastructures, et donc des nouveaux investissements. Et toutes ces infrastructures-là et ces adaptations-là, bien sûr, ça prend du temps sur le développement, sur la mise en place, et sur l'utilisation du robot. Euh, et on va ensuite passer aux lignes au défilé. Aujourd'hui, la ligne au défilé, c'est un type de ligne qu'on retrouve dans beaucoup d'industries, donc dans le discrete manufacturing ou autre, mais notamment dans l'automobile, dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, dans la mécanique. Il y a beaucoup d'industries qui avaient opté pour ce type de ligne, avec comme principal avantage un gain de productivité, dans le sens où on n'arrête plus la pièce et on va pouvoir travailler pendant que la pièce avance. Donc on n'a plus besoin on va limiter la perte de temps sur le déplacement de la pièce. On va pouvoir travailler dessus. Cette partie-là, ça va nous amener quelques problématiques. On est donc dans un environnement qu'on appelle, nous, de notre côté, non contraint, donc avec une position de pièce qui est non répétable, ou euh, pas vraiment répétable, avec une pièce qui est donc du coup en mouvement, donc la position de la pièce qui va évoluer tout au long de l'opération. Donc c'est souvent des postes manuels qui sont présents sur ces lignes.
où justement on va avoir ces gains de productivité dont je parlais tout à l'heure. Mais lors de la robotisation ou lors de la recherche de l'automatisation de ces postes, on va avoir quelques contraintes et notamment on va passer sur un environnement qu'on appelle semi-contraint où on va savoir que la pièce est dans une position à peu près déterminée, mais elle va être pas vraiment planifiée, elle va être en mouvement. Aujourd'hui, la robotisation, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un besoin d'environnement contraint, donc une position de pièce répétable, ce qui va entraîner souvent le passage de ces lignes en stop and go, donc le besoin d'arrêter la pièce sur chaque cellule robotisée, et donc une perte de productivité de par la perte de travail sur le temps de déplacement de la pièce. Et en plus de ça, pour passer une ligne en stop and go, on va aussi avoir besoin du coup d'infrastructures et ces infrastructures ont un coût. Donc nous, aujourd'hui, chez Involve, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait, c'est de pouvoir permettre la robotisation dans un environnement non contraint et donc vraiment de passer le robot d'un environnement contraint à non contraint par la vision 3D. Pour vous présenter un petit peu, nous, actuellement, ce qu'on fait, on développe un système qui s'appelle GainNow, qui est basé sur de l'intelligence artificielle, de la vision 3D, qui se programme à partir d'une CAO. Et donc, cette technologie va permettre de recaler la trajectoire du robot en temps réel par rapport à la pièce sur laquelle le robot va devoir travailler. Et donc, du coup, on va pouvoir venir travailler dans des milieux que j'appelais précédemment non contraints, en se débarrassant justement de tout ce qui va être les besoins d'adaptation de la position de la pièce par rapport au robot. Parce que dans ce cas-là, le robot va s'adapter en temps réel ou à très faible latence à la position de la pièce qui va lui permettre de travailler sur cette pièce-là. Le système aujourd'hui, il compte 4 éléments que nous on distingue. On a une caméra 3D d'un côté qui aujourd'hui marche avec une technologie stéréoactive. Donc on va avoir 2 caméras donc, comme nos yeux pour capter la profondeur. Et en plus de ça, on va projeter certains motifs sur la pièce pour pouvoir se servir de ça pour justement générer une donnée 3D. Ensuite, on a InBrain qui est le cœur de notre technologie. C'est là-dessus où il y a eu le plus de recherche et développement chez InBolt, qui est un logiciel qui va permettre de comparer justement la donnée 3D qu'on récupère avec cette caméra par rapport à une CAO de la pièce et donc d'en déduire sa position pour permettre au robot de corriger sa trajectoire par rapport à la pièce. Et donc tout ça, on le fait à très haute fréquence. Donc aujourd'hui, InBrain est capable de ressortir des coordonnées de pièces à une fréquence de 500 Hz environ. Et donc cet algorithme, il est programmable via une solution qu'on appelle GainNow Studio, qui est une solution de programmation de vision via la CAO de la pièce. Donc on va juste avoir à importer une CAO pour venir du coup régler le système et ensuite entraîner nos algorithmes pour leur permettre de travailler sur ces pièces, notamment en mouvement. Et chez Inbolt, aujourd'hui, on développe aussi donc, des drivers robots, des intégrations clés en main avec robots. On a récemment été certifié UR+, donc on fait partie de l'écosystème Universal Robot. Et on travaille actuellement sur les robots ABB. Et pour la fin de l'année, on va travailler aussi sur les robots FANUC. Voilà. Donc, pour vous donner une meilleure idée de ce que fait notre système, j'ai une petite vidéo sur une démonstration qui a été faite lors d'un challenge avec une entreprise automobile française. On est venu réaliser du vissage au défilé sur un AMR. Donc un AMR qui est un petit robot mobile qui s'oriente un petit peu tout seul. Et il faut savoir que ces engins-là ont une répétition qui n'est pas forcément énorme. On est sur du plus-moins de centimètres quand on localise. Donc là, on va avoir notre pièce qui va être montée sur un AMR. Et là, ici, on a la caméra qui va pouvoir recaler tout le système par rapport au déplacement de la pièce et permettre au robot de venir travailler et donc visser une vis directement pendant que la pièce est encore en mouvement. Voilà. Et donc le système permet aussi au robot de s'adapter à des mouvements qui sont non prévus. Là, par exemple, on vient déplacer la pièce en pleine ligne.
Voilà, vraiment pour avoir, on a une faible latence, donc ce qui nous permet de réagir au changement d'environnement et au changement de position de la pièce, quel qu'il soit, et qu'il soit prévu ou non. Voilà. Donc aujourd'hui, l'avantage de ce genre de système, c'est la réduction totale du coût d'automatisation. On va avoir dans un premier temps donc réduction la réduction de l'investissement initial. On va venir se débarrasser de tout ce qui va être système de posage, d'indexation, l'adaptation de lignes complètes pour la robotisation. Donc on va vraiment avoir un fort impact sur l'investissement initial, sur la robotisation d'une cellule ou d'une opération. Et avec cette réduction d'investissement, on va avoir aussi une réduction du délai de mise en œuvre en économisant justement toute la partie recherche, développement, fabrication de ces systèmes de posage qui peuvent prendre un peu de temps et qui peuvent agrandir le lead time sur ce genre de projet. Ensuite, au cours de l'utilisation du robot, bah, forcément, on va avoir un gain de productivité. Comme j'expliquais plus tôt, le fait de passer une ligne en stop and go, et bah, on va dire, augmente le temps entre deux cellules. Et donc, on va venir économiser justement ce temps en pouvant travailler sans que la pièce soit arrêtée. Et donc, en pouvant travailler sur ce temps de déplacement plutôt que ça soit du temps, entre guillemets, perdu. Heu et ensuite, on va aussi avoir une réduction de la non-qualité, quelle que soit la position de la pièce, si elle était mal indexée, si elle était mal posée dans un posage ou quelque chose comme ça, on va quand même pouvoir venir travailler dessus de manière précise. Là où, lors d'un lors d'une opération, robotique, classique sans système de vision, on ne pourra pas modifier la trajectoire du robot, sans avoir, une pièce qui est complètement, dans une position répétable. Et enfin, sur, on va dire la continuation du cycle de vie du robot, on va pouvoir adapter la cellule de manière beaucoup plus simple. Tout simplement parce qu'on va pouvoir, se débarrasser de tout ce qui va être indexation et donc juste de venir reprogrammer une pièce, via la vision. Et donc ça prend une trentaine de minutes. Donc on va vraiment économiser beaucoup de temps sur la reprogrammation de ligne ou sur, on va dire, la réutilisation d'un robot pour une autre opération ou d'une cellule pour une autre opération. Pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui pour automatiser une ligne, au défilé, on aurait besoin de beaucoup de systèmes. Par exemple, un encodeur pour acquérir la vitesse du convoyeur. On va aussi avoir besoin d'un capteur de présence pour indiquer au robot quand est-ce que la pièce va arriver dans sa cellule. Et ensuite, pour compenser le mouvement de cette pièce-là, on aurait potentiellement besoin donc d'un système d'indexation mobile qui vient se caler directement sur la pièce pour compenser le déplacement de cette pièce. Et potentiellement d'un système de vision, en cas de besoin, de précision. Avec, une solution comme, celle qu'on propose chez Inbolt et donc avec, le système GuideNow par exemple, on va pouvoir se débarrasser de tout ce qui va être système annexe. On va juste, se baser sur la vision pour pouvoir travailler au défilé. Et la seule, on va dire la seule addition qui pourrait être, pertinente, c'est d'ajouter donc, un axe linéaire au robot pour qu'il puisse, travailler sur une zone un peu plus grande, un peu plus étendue, et venir, effectuer les opérations, en temps et en heure. Et donc, pour vous donner un petit exemple justement de réduction, ou de gain sur l'investissement initial, aujourd'hui, avec ce petit exemple-là, on pourrait partir sur une économie entre 36 et 53 sur l'investissement initial, donc sans compter après le gain de productivité, le gain le gain de temps sur la mise en place du projet et après sur l'adaptation de cellules, là où le client est avec notre système complètement, indépendant pour programmer ses cellules, en tout cas sur la partie vision. Et donc pour vous donner un petit exemple et un peu d'idée sur le type de process sur lequel on travaille, aujourd'hui on travaille beaucoup sur, du contrôle qualité pour, repositionner, un
effecteur de contrôle, que ce soit un palpeur ou une caméra de contrôle en sortie de ligne. Cette ligne, elle peut être manuelle. On évite du coup de modifier toute la ligne pour robotiser cette opération de contrôle manuel, contrôle automatique. Et on va pouvoir apporter vraiment de la répétabilité au contrôle en étant sûr que la caméra soit positionnée toujours de la même manière par rapport à la pièce et à s'adapter justement au mouvement de cette pièce ou au déplacement qu'elle pourrait avoir eu sur la ligne précédemment. Ensuite, on a aussi beaucoup d'opérations d'assemblage sur lesquelles, justement, on va pouvoir, comme on l'a vu sur la vidéo précédemment, corriger la trajectoire du robot pour être sûr que le vissage soit fait au bon endroit, bien que la pièce soit en mouvement. Et là-dessus, on va forcément gagner un petit peu de confort opérateur, parce que les vissages, et notamment quand il y a des forts couples, c'est des efforts. Mais on peut aussi avoir du coup du serrage, de la dépose de colle ou de mastic. On va avoir un peu plus de répétabilité. Et ça, c'est un peu inhérent au robot. Le robot apporte généralement plus de répétabilité sur la force et le mouvement qu'il va faire à chaque fois. Et enfin, on va avoir aussi des opérations de manipulation, comme du picking sur donc de la récupération de pièces sur des convoyeurs. On va pouvoir récupérer des pièces à la volée, par exemple, que ça soit sur n'importe quel convoyeur. On va pouvoir s'adapter justement à la position de la pièce et venir la récupérer toujours dans le même sens pour venir la déposer sur une autre ligne ou dans une pièce ou quelque chose comme ça. Et on travaille aussi un petit peu sur des opérations de finition pour que ça soit de l'ébavurage, du sablage, du ponçage ou du nettoyage de pièces pour venir automatiser ces postes qui sont souvent manuels et souvent sur des îlots. Donc, pour finir un petit peu, aujourd'hui, une Bolt, le but, c'est de permettre l'automatisation de tâches complexes en environnement non contraint. Je vous ai beaucoup parlé d'automatisation sur des lignes au défilé. Aujourd'hui, on est aussi performant sur des lignes statiques. On va permettre justement de réduire ce besoin de programmation et de posage. On va pouvoir vraiment venir travailler sur une pièce comme un opérateur pourrait le faire en s'adaptant à la position directement. Voilà. Ça sera tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Je vais laisser un peu la parole à Olivier et à Elliot si vous avez des questions. N'hésitez pas. Oui, merci pour la présentation, Tanguy. On a eu deux questions dans le chat. Donc, la première question de Jean-Marc Denis, c'est quelles sont les limites de vitesse de déplacement des lignes et qu'en est-il pour l'insertion d'éléments de grande longueur? Donc, lorsque sur la ligne de défilé, je pense que c'est ça la question, une pièce arrive, est-ce qu'il y a une vitesse maximale? Qu'est-ce que tu peux dire? Ouais, la vitesse maximale va, entre guillemets dépendre de la précision souhaitée. Mais aujourd'hui, nous, on travaille sur des convoyeurs qui vont à 400 mm/s généralement. Et, enfin, on se limite à 400 mm/s. Après, ça va dépendre en fonction du cas d'usage souhaité et aussi des capacités du robot à pouvoir réagir à ce genre de vitesse et au nombre d'opérations à effectuer sur le pas du robot. Et du coup, est-ce que c'est possible de faire des éléments de grande longueur? Est-ce que c'est possible? Des éléments de grande longueur, c'est-à-dire de pouvoir travailler sur des éléments sur une poutre qui va faire par exemple 2 mètres, 2 ou 3 mètres pour faire différents serrages. Oui, je pense que la question, c'était ça. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est possible avec notre système. L'avantage en plus de passer au défilé, c'est que le robot va pouvoir travailler sur l'ensemble de la poutre en justement se repérant directement par rapport à cette pièce-là. Donc, en fait, le robot va avoir généralement je sais pas, une possibilité de bouger sur 1 mètre, 1,50 m. Si on a une pièce qui va faire 2 mètres, au défilé, on va venir en plus être capable de travailler sur des distances un peu plus longues. Comme la pièce avance, le robot va pouvoir justement s'adapter à ce mouvement-là. Monsieur Denis, vous souhaitez Ouais. prendre la parole? Je pensais essentiellement à l'insertion des vis de grande longueur avant leur serrage. C'était ça ma question en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à ça, qui sont liées au fait que, OK, le serrage d'outils est présent, donc on va serrer le long du parcours. En amont, il va falloir positionner éventuellement des vis de grande longueur
Donc, Oui, on est très contraint en fait par la vitesse de passage devant le robot qui insère. Voilà, c'était ça ma question. d'accord. Donc, est-ce que le robot aura le temps de serrer la vis et aura on va dire la Est-ce que, précision est-ce nécessaire que, pour que le serrage se passe correctement? voilà, est-ce que le robot aura le temps d'insérer la vis sur une grande longueur avant de procéder à son serrage? C'était ça mon histoire. Mais bon, Ah, d'accord. en fait, Donc, chaque chose est un cas particulier, mais en fait, vous avez répondu sur la vitesse d'avancement, donc on voit bien que on peut le faire on peut à la fois avoir en amont le poste d'insertion de la vis et derrière son serrage. oui. Voilà, oui. Après, ça va vraiment dépendre pour on va dire le temps d'opération nécessaire pour faire ce serrage-là. Bah, du coup, il faudra adapter la ligne et l'avancement de la ligne potentiellement pour que le robot ait le temps de justement d'effectuer son serrage ou d'effectuer plusieurs serrages enfin, à ce moment-là. Et également, Monsieur Denis posait la question du coût de la caméra 3D. Alors, juste la caméra, nous aujourd'hui, on vend une solution complète. Donc, notre solution aujourd'hui, elle est aux alentours des 6 000 euros. Donc la première solution. Et après, en fonction des besoins clients, on a une autre solution qui arrivera d'ici quelques mois, qui sera aux alentours des 12 000 euros. Donc notre solution aujourd'hui, elle comprend du coup une caméra, un PC avec enfin, un contrôleur pour la caméra avec les algorithmes, etc. Et l'intégration du robot directement. Enfin, l'intégration avec le robot, etc. Et la projection de la grille sur la pièce est incluse. Qu'est-ce qui envoie la Ouais. position? C'est la caméra? C'est la caméra. Aujourd'hui, en fait, on n'est pas dépendant de la caméra. On a une caméra qui est certifiée pour l'instant. Mais l'algorithme peut fonctionner pourrait fonctionner avec d'autres caméras. Donc, on est en phase d'étude là-dessus. Et donc, c'est une caméra, oui, qu'on achète qui est stéréoactive. C'est pas une caméra qu'on développe en interne, c'est une caméra du marché. Et du coup, justement, on est en se servant de cette flexibilité-là par rapport à nos algorithmes et en déportant l'intelligence vers les algorithmes et donc pas sur le hardware, sur la caméra en tant que telle, on arrive justement à avoir des prix qui soient à peu près compétitifs et des résultats qui soient à ce niveau-là. Également, il y a une nouvelle question qui vient d'apparaître de Monsieur Tissier qui demandait quelle est la différence entre la solution 1 et la solution 2 dont vous parliez. Ça sera principalement sur les normes IP, etc. Dans certains domaines industriels, on va avoir un besoin de certification IP. Et du coup, la solution d'eau sera beaucoup plus industrialisée avec une norme IP54 sur la caméra, donc qui pourra résister à des projections d'eau et à des environnements très poussiéreux. Là où aujourd'hui, la caméra n'est pas certifiée sur ces domaines-là. On avait quelqu'un lève la main s'il souhaite poser la question. Oui, vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend. oui, Jean-Pierre Julien, l'appareil, bonjour, merci. Concernant vous dites que vous travaillez actuellement avec les robots ABB et bientôt avec Fanuc, c'est ça? Oui. Bien sûr. Et après, aucun souci pour intégrer sur toutes les autres marques de robots bien connues. Vous connaissez bien? Vous n'avez pas de souci avec ça? Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une intégration propre pour chaque système, pour notre système, enfin, avec notre système. Donc, on a aujourd'hui l'intégration Universal Robot qui est disponible. L'intégration ABB, elle est pour juin 2022. Donc, elle sera complètement finalisée et elle sera disponible après à l'achat. Et donc, en fait, on intègre chaque marque de robot à chaque fois en interne, avant de laisser la possibilité sur l'intégration d'autres systèmes à des clients, par exemple, des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas tout compris. Vous dites que, attendez, vous dites juin 2022, juin 2023, vous voulez dire? Pardon, oui, 2023, Oui, je n'avais excusez-moi. pas. Donc, On a pris une année en plus. d'accord, ok. Donc, en gros, ouais, vous développez au coup par coup. Exactement. En fait, c'est pour une raison simple. Notre système aujourd'hui, il fonctionne à très haute fréquence.
Et donc, du coup, en fait, on cherche on va dire les fonctions ou l'intégration la plus pertinente en fonction des marques de robots. Toutes les marques de robots n'ont pas les mêmes fonctionnements et les mêmes fonctions pour l'intégration de ce genre de système. Donc, du coup, on est directement en contact généralement avec, par exemple, ABB, avec les équipes ABB en France, etc., pour justement avoir l'intégration la plus efficace par rapport à notre système et pouvoir vraiment bénéficier des avantages justement du temps réel ou de la latence. Ok. Il y aurait moyen de voir l'interface de programmation, de voir deux, trois visions de vos écrans, de ce que je veux dire, de voir un peu comment ça se présente. Alors, Ailleurs de ce- sur Universal Robot, par exemple, on a une vidéo qui devrait arriver bientôt sur justement la programmation de l'URCAPS. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, donc qui est l'intégration directement avec le contrôleur UR. Et après, on pourra refaire des visuels par rapport à toutes les autres intégrations. Là, maintenant, je ne pourrais pas vous le partager, je ne les ai pas sur mon PC. Mais Après, je pense qu'on rentrera, enfin, mes équipes techniques rentreront en contact avec vous pour avoir plus de détails bien techniques sûr, dans la suite. Merci bien sûr, beaucoup. Merci. pas de souci. Également, personnellement, j'avais une question qui peut justement rentrer en complément avec ce qui vient d'être dit. C'est au niveau du client final, est-ce qu'il y a un niveau, il y a un prérequis au niveau de l'installation? Est-ce que le client il est autonome? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, nous, aujourd'hui, comment ça se passe? C'est que généralement, sur les systèmes qu'on déploie, on va avoir une formation sur le premier système. C'est une formation et à l'installation de 1 à 2 jours. Mais à partir de là, en fait, le client est complètement autonome, dans le sens où on a une solution qui est facile à programmer et sur lequel il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de connaissances en vision. Donc, on va juste avoir à paramétrer un peu la solution et donner quelques entrées de base, mais après, c'est tout l'algorithme. L'algorithme va gérer le reste pour le client directement. Donc, l'intégration est très simple et donc on va avoir juste une formation courte sur le système qui peut être. On va dire, il n'y aura pas un niveau avec quelqu'un qui doit avoir de l'expérience en robotique et en vision avant de pouvoir faire la formation. Très bien. Il reste encore quelques minutes pour ceux qui souhaitent encore poser des questions. N'hésitez pas. Également, je pourrais compléter pour ma part avec une question qui serait quelle est la plus-value parce que vous travaillez du coup avec Universal Robot. Est-ce que du coup le but c'est que votre vision s'intègre voilà, avec Robo, Kobo? Quels sont un peu les types d'intégration et quelle est la plus-value du Kobo par exemple? Est-ce que du coup il pourrait travailler votre solution peut être dans une ligne avec des opérateurs en complément, par exemple? Oui, bah, alors, Universal Robot, on a commencé par eux parce que c'est une intégration qui est accessible et qui est facile. Et on avait des bons contacts déjà avec Universal Robot en France et même un peu en Europe. Et donc, du coup, oui, notre solution, elle permet de pouvoir travailler avec des opérateurs autour. C'est un des avantages, notamment sur des lignes manuelles où on va vouloir venir automatiser, bah, par exemple, un poste ou deux sans avoir à changer toute la ligne. On peut garder, du coup, les opérateurs autour. Euh, Après, sur la fonction collaborative, l'une des limites dans l'industrie, c'est généralement que quand on a un robot qui doit vraiment travailler, bah, ça se peut qu'il soit plus en mode collaboratif et donc qu'il lui faille une cellule pour le protéger, pour protéger les opérateurs plutôt, pour qu'ils puissent vraiment travailler avec un rendement intéressant. Mais les opérations collaboratives, il y en a et ça peut être intéressant justement pour un premier pas ou en tout cas, ou même compléter la robotisation de certaines lignes. Et nous, aujourd'hui, donc les prochaines déclarations étant sur ABB et Fanuc, donc ces deux marques ont aussi des capacités en robotique. Nous, aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est de passer aussi sur de la robotique plus industrielle, dans le sens où sur le genre de process sur lequel on peut travailler, type vissage, assemblage, etc. Dès qu'il va y avoir des couples un peu plus importants, bah, va falloir passer sur des robots industriels et donc passer sur des cellules un peu plus industrielles. Donc, voilà, mais on peut apporter quand même une solution pour avoir du défilement et éviter de perdre du temps sur cette partie-là. Très bien. Je vois qu'il y a encore une ou deux questions
personnes sont en train d'écrire. Il y a Monsieur Tissier qui demande si KUKA est prévu dans votre développement ou pas. Alors, KUKA, je pense que ça sera l'année prochaine. On y a pensé, mais on s'est focalisé sur ABB et FANUC, tout simplement parce que pour l'instant, on est plutôt actif sur le marché français. C'est vrai que KUKA, on a eu moins de demandes clients ou prospects à ce niveau-là. Donc, on développe petit à petit. On est une équipe de 15 personnes, donc ça fait du monde, mais on reste, on garde des moyens un peu limités. Donc, KUKA, ça sera prévu, ça sera sur la feuille de route de l'entreprise, mais un peu plus tard, je pense l'année prochaine, sûrement début mi-2024. Très bien. Et Yaskawa, tout pareil. Très bien. Je pense qu'on peut clôturer par une toute dernière question que je m'étais notée. C'est au niveau de vos objectifs. Du coup, vous parlez de nouveaux partenariats avec de nouvelles collaborations. Mais quels sont, on va dire, vos prochains objectifs à court terme et à long terme pour InBolt? Alors, à court terme, comme on a parlé rapidement, mais du coup, c'est l'intégration avec des robots plus industriels. Donc, ABB et FANUC qui vont être donc cette année pour sûr. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels on travaille. Ensuite, forcément, on a aussi l'intégration de d'autres caméras sur notre système pour pouvoir répondre à différents types de cas d'usage. Comme je disais, l'algorithme et le cœur technologique n'est pas lié à la caméra. Donc, pour pouvoir justement répondre à un peu plus de cas d'usage, on va chercher à certifier d'autres caméras. Et enfin, on travaille aussi sur d'autres, on va dire, sur d'autres features, peut-être un peu plus long terme que juste le tracking, que ce soit sur la reconnaissance, sur des choses comme ça de pièces. Donc, à l'avenir, il y aura sûrement des développements dans ce sens-là qui seront. Très bien, merci Tanguy pour la présentation. Et également, si vous avez toujours des questions, vous pourrez peut-être lui poser. Vous avez en fait en bas ses coordonnées sur la présentation. Donc, je pense que Tanguy, si par ailleurs ils ont d'autres questions, ils peuvent te contacter par la suite. Exactement. Exactement, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je peux vous envoyer la présentation, etc. Donc, il n'y aura pas de souci. Et puis, on pourra reprendre contact par la suite si vous avez plus de questions. Nous, de notre côté, on transmettra aux participants la présentation. D'accord. Je vais finir par passer la main à Olivier pour clôturer ce webinaire. Merci Tanguy pour ta présentation et toutes tes réponses que tu nous as apportées. Merci Elliot pour l'animation de ce webinaire. Donc, on vous fera passer un questionnaire de satisfaction pour récolter vos impressions par rapport à ce premier webinaire, pour pouvoir nous permettre de nous améliorer, pour pouvoir corriger quelques points, en améliorer d'autres. Donc, prochain webinaire sera le 25 avril. Donc, on vous fera passer les informations sur le nouvel intervenant. Et bien évidemment, on reste tous à votre disposition, aussi bien l'équipe d'InBolt que l'équipe de Robotics Valley, pour répondre à vos questions. Et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.